Donc bonjour à tous. Alors d'abord, il y a un mot-clé sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'aspect matériau. Alors un matériau, c'est de la matière, d'accord, à laquelle sont associées des propriétés, d'accord, des propriétés physiques. Je prends par exemple l'or. L'or, c'est de la matière, mais l'or, c'est de couleur jaune, c'est un bon conducteur, ça ne s'oxyde pas et c'est très ductile. Et bien, de toutes ces propriétés-là, eh bien, vont résulter un certain nombre d'applications. Le verre, c'est pareil, le verre, c'est transparent, ça se met en forme facilement, c'est aussi cassant, comme vous le savez. Et donc ça, c'est toutes les propriétés qui font que la matière verre devient un matériau, parce qu'on va exploiter ces propriétés pour certaines applications. Alors, je vais vous parler donc d'activités qui sont développées au sein de mon groupe, qui sont une contribution dans le développement de matériaux en rapport avec certaines applications. Comme l'a mentionné Patrick, la dimension nanométrique, je vais essayer de vous le montrer, apporte une nouvelle dimension dans les outils, les perspectives qui peuvent être données à notre recherche et pour lesquelles le chimiste peut accéder à une certaine créativité. Et ça, c'est aussi un point qui m'intéresse beaucoup dans mon métier. Et puis, je vais vous parler un peu plus des propriétés optiques. Donc, c'est l'année internationale de la lumière, donc ça tombe plutôt bien. Bon, l'année dernière, c'était l'année de la cristallographie. J'aurais pu aussi, ça peut tomber bien aussi pour nous, mais voilà, je vais vous parler plutôt de lumière. Alors, pour vous situer un peu le contexte, donc vous avez ici un certain nombre de produits dont on a tous entendu parler, parce que c'est des choses qui concernent maintenant et qui commencent à atteindre le grand public. Donc le point caractéristique de ces produits, c'est évidemment qu'ils mettent en jeu de la lumière, soit qu'ils reçoivent de la lumière pour produire un certain effet, des cellules solaires, des vitrages auto-nettoyants, soit qu'ils produisent de la lumière, donc les éclairages LED, donc ça c'était le prix Nobel de cette année, et donc des OLED, des dispositifs d'affichage. Donc tout ça, c'est des choses qui touchent le grand public, et dans lequel il y a évidemment une recherche qui a été faite, qui continue d'être faite, très, très importante, et que évidemment, on ne perçoit pas, quand on a le produit, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui résulte de ces recherches. Alors en tant que chimiste des matériaux, quand je vois ces produits-là, moi, ce que je vois, c'est le matériau, et dans chacun de ces produits-là, je vois du silicium, je vois de l'oxyde de titane, je vois du nitrure de gallium, pour donner quelques exemples de matériaux qui sont impliqués là-dedans. Et donc la recherche dans le domaine des matériaux est faite pour essayer de partir d'un composé chimique, d'accord, pour exploiter des propriétés qui vont pouvoir être utilisées pour ces applications. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer au travers de quelques exemples. Alors, un matériau innovant, c'est-à-dire quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer quand on travaille sur un matériau. On part d'un produit chimique, en général c'est un produit chimique classique, qui est connu depuis très très longtemps. Quelles sont les innovations auxquelles on peut apporter? Alors pour vous essayer de vous expliquer ça, vous avez ici 3 images, d'accord, vous voyez de produits qui ont a priori pas grand-chose à voir. Donc ça, c'est des billes de broyage, quelque chose qui est très utilisé dans l'industrie, des peintures par exemple. Ici, vous avez un réseau de diffraction pour faire de l'optique, de la spectroscopie. Ici, vous avez une vitre, ce qui ressemble à une vitre transparente, qui a des applications dans le domaine spatial, par exemple. Eh bien, ces 3 matériaux qui, à l'œil, nous présentent absolument, qui apparaissent très différents, bien évidemment, c'est pour ça que je les ai choisis pour vous illustrer cet aspect-là, eh bien, c'est en fait la même matière, c'est de l'alumine, de l'oxyde d'aluminium, d'accord? Mais il y a quelque chose, bien évidemment, qui les différencie et qui font qu'ils ont cet aspect visuel, simplement, et des propriétés qui sont très différentes. Eh bien, si on regarde ces choses-là d'un peu plus près, d'accord? Alors, ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai, mais qui est très importante pour nous, c'est des techniques qu'on appelle de caractérisation, d'accord? Donc, typiquement des microscopes qui vont nous permettre de regarder les choses à une échelle beaucoup plus petite. Eh bien, vous voyez que ces billes blanches-là, quand je les regarde au microscope, je vois quelque chose de très granuleux, il y a ce qu'on appelle une microstructure particulière. Ici, je vois des lignes sur la surface. D'accord. Et puis ici, bon, j'ai mis ça, mais c'est pour vous représenter que c'est quelque chose de parfaitement homogène. C'est en fait un monocristal. Donc, ça c'est pour vous illustrer que quand on cherche à innover, la démarche, je dirais, contemporaine de recherche dans les matériaux, au moins sur un de ces aspects importants, consiste non pas à travailler sur la matière elle-même, trouver des nouvelles compositions chimiques, ça se fait aussi, mais les choses sur lesquelles il y a le plus d'activité actuellement,
c'est pas travailler donc sur la composition chimique de la matière, sur la matière elle-même, mais sur sa microstructure. D'accord? Et vous voyez que c'est des microstructures qui sont très différentes, qui aboutissent à des produits qui sont très différents. Et donc vous voyez là tout à fait, je crois, le levier sur lequel nous, on va jouer pour accéder à des nouvelles propriétés et accéder à l'innovation. L'innovation réside dans la structure du matériau, plus que dans sa composition. Alors, quand on regarde dans la nature, et le chimiste s'inspire de la nature, hein, il y a des, évidemment, la nature fait beaucoup mieux que nous, bien évidemment. Et donc vous avez 3 exemples pris dans la nature, que vous connaissez peut-être. Donc c'est un papillon, une opale, c'est une pierre semi-précieuse, et puis des diatomées, c'est des algues, des micro-algues. Et ces 3 espèces qui interagissent avec la lumière, ce qui fait que par exemple ce papillon-là, il est bleu non pas parce qu'il contient un pigment bleu, d'accord, ou une molécule, ou une espèce qui va lui donner la couleur bleue, mais sa couleur provient uniquement de sa microstructure, c'est-à-dire de l'interaction de la lumière avec la manière dont est structuré les éléments qui vont former son aile. De même l'opale que vous voyez ici, alors on ne voit pas très bien, mais vous voyez un peu des éclats, et peut-être que vous en avez vu par vous-même ce type de matériau. Et bien, si vous regardez au microscope électronique, c'est assez extraordinaire, vous voyez que c'est en fait des empilements de billes, d'accord, alors qui sont toutes petites, d'accord, et c'est cet empilement de billes qui va conduire à des reflets lumineux particuliers. La diatomée, c'est pareil, c'est pas vraiment lumineux, mais vous voyez que vous avez une structure qui est assez originale, auquel on ne s'attendrait peut-être pas pour une structure aussi bien ordonnée pour une espèce vivante, mais c'est une architecture de silice qui a été optimisée de manière à pouvoir capter au maximum la lumière, de manière à pouvoir donc optimiser, exploiter au maximum cette lumière pour des procédures de photosynthèse. Donc ces trois exemples-là, c'est pour vous dire que oui, dans la nature, eh bien, les choses sont faites, ont été optimisées, on joue sur des phénomènes qui vont permettre de jouer avec la lumière. Et vous voyez qu'à chaque fois, ces microstructures, les dimensions qui sont impliquées, eh bien, c'est des dimensions qui sont nanométriques. Et ça, il n'y a pas de mystère. La lumière, eh bien, elle se caractérise par ce qu'on appelle la longueur d'onde. Hein, c'est une dimension caractéristique de l'onde qui se propage, qui est dans la gamme nanométrique. Et donc, si vous voulez avoir une interaction entre la lumière et la matière, eh bien, il faut que cette matière-là soit structurée à des échelles qui sont elles-mêmes nanométriques. D'accord ? Donc, quand on parle d'optique, quand on parle de matériaux et d'optique, assez naturellement, on en arrive au domaine des nanomatériaux. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de la mode des nanomatériaux, bien évidemment, c'est quelque chose qui date de bien avant, et la nature l'a fait, bien évidemment, bien avant. Alors, donc notre jeu, à nous, chimistes, c'est d'essayer de jouer avec la matière, de jouer avec la structuration. Alors, c'est des choses qui existent déjà, hein, c'est déjà des choses innovantes, et je vous donne quelques exemples. Donc, tous les exemples que je vous donne, hein, c'est des choses avec lesquelles on a plus ou moins, enfin, qui ont un lien un petit peu avec des choses qu'on fait. Un premier exemple ici, vous avez un vitrage. Je pense que vous avez tous entendu parler des vitrages auto-nettoyants. Il y avait la publicité il y a quelques années. Et ce que je trouve intéressant à vous montrer, c'est que dans une vitre, on a tous vu des vitres, eh bien, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et quand on vous dit, voilà, c'est des vitrages auto-nettoyants, il n'y a rien qui permette de voir que c'est un vitrage auto-nettoyant à l'œil. D'accord ? Si vous regardez maintenant avec des techniques de caractérisation, vous apercevez que cette fonctionnalité auto-nettoyante provient d'un nanomatériau qui a été déposé à sa surface. Vous voyez ici une image de microscope électronique, vous voyez 200 nanomètres, vous voyez qu'ici, eh bien, il y a une espèce de poudre, quelque chose, c'est des petites particules d'oxyde de titane, et ces particules d'oxyde de titane qui vont conférer l'aspect auto-nettoyant. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ça existe déjà, il y a déjà des innovations qui sont basées là-dessus, c'est des innovations que nous, au grand public, dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas forcément. Un autre exemple, c'est une grande entreprise française avec laquelle on travaille depuis longtemps, donc Essilor, qui travaille sur des lunettes, comme vous le savez tous. Et donc une entreprise qui fait de la R&D, qui veut faire évoluer ses produits, eh bien, est amenée à travailler sur les fonctionnalités qu'elle peut conférer à ses produits. Il se trouve qu'on travaille depuis nous très longtemps avec cette entreprise-là, hein, depuis 1995, et qu'on a travaillé sur presque toutes les couches qui sont déposées sur le verre, qu'on peut déposer, en partant des couches photochromes. Ensuite, il y a des couches anti-rayures, il y a des couches anti-reflets, il y a des revêtements anti-salissure, et puis maintenant, comme vous le savez, eh ben, la mode est au verre actif.
Et sur chacun de ces sujets-là, et encore maintenant, donc, on a des activités dans le domaine du développement de ces verres actifs et de nouvelles fonctionnalités qu'on peut venir. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup dans mon métier, c'est qu'on peut être amené à travailler sur des produits qui sont tout à fait communs, d'accord ? Et si on raconte toute l'histoire des développements technologiques, toute la recherche qui est faite, et ben ça, c'est une histoire qui est assez passionnante. Il faut évidemment beaucoup plus de temps pour le décrire. Donc ça, c'est voilà. Ça, à chaque fois, à chaque sujet, c'est une thèse, c'est quelques années de travail et c'est une contribution au développement de ce produit, bien évidemment. Alors, comme je disais, je suis chimiste. C'est quelque chose le chimiste, c'est quelqu'un qui va jouer avec les atomes pour les assembler. Et comme je vous le dis, l'assemblage, nous, c'est pas à l'échelle moléculaire, comme ce sera vous présenté par Greg tout à l'heure. On va un peu plus loin et on va travailler sur des structures. Alors, je suis un chimiste des matériaux. Alors, il y a des matériaux organiques, mais moi, je vais travailler plutôt sur des matériaux inorganiques, d'accord ? Le sable, enfin, des choses comme ça, le ciment, par exemple, sont des matériaux inorganiques. Et la chimie conventionnelle, la chimie classique, la chimie ancienne, quand on travaille sur des matériaux inorganiques, d'accord ? C'est la chimie des hautes températures. Alors, vous voyez là, donc on part de poudre, de cristaux, et pour amener les atomes les uns à côté des autres, comme c'est des matériaux qui sont souvent très réfractaires, eh bien, il faut les chauffer à très haute température, et c'est la chimie des fours, quoi. Ça, c'est la chimie ancienne, qui continue à évidemment être utilisée pour faire du verre, pour faire des briques, que sais-je. Mais c'est une chimie qui ne permet pas d'accéder à des petites tailles. Donc moi, qui veux faire des matériaux pour l'optique, et qui veut agencer des choses à l'échelle du nanomètre, et cette chimie-là ne me permet pas de le faire. Donc on va passer à une autre chimie, qui est une chimie plus classique, à l'échelle du grand public, qui est la chimie du Bécher, d'accord, que je représente schématiquement là, dans lequel je vais mettre des précurseurs chimiques. Et mon travail, d'accord, ça va consister à prendre ces précurseurs-là, qui sont des sels, qui sont des petites molécules, et à venir les assembler, comme vous voyez un peu ici, c'est des tétraèdres, d'accord, de silice par exemple, et venir les assembler. Donc je vais être une espèce d'architecte de la matière pour construire mon matériau à partir de ces précurseurs-là. C'est ça la base de mon métier, et c'est quelque chose qui se fait sur une paillasse de chimie, avec des produits chimiques, des béchers, et comme je pense les gens s'imaginent au moins une partie de la chimie. Et ça va me permettre de construire un certain nombre de systèmes. Vous avez ici des particules, vous avez de différentes tailles, vous avez des couches minces, plus ou moins structurées, et ça va être ça, mes outils de travail, ceux que je vais construire, et c'est les matériaux dont je vais étudier les propriétés. Un point auquel il faut faire très attention, enfin, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que faire tout ça, vous voyez, quand je vous montre ces images-là, ce n'est pas des choses qu'on voit à l'œil, d'accord ? Donc la partie chimie de synthèse de paillasse, c'est une chimie finalement qui représente, je ne sais pas, peut-être un tiers de notre temps. Et le reste du temps, c'est la caractérisation. C'est-à-dire il faut aller voir ce qu'on fait. Et donc notre chimie, dans notre métier, d'accord, il y a une partie très importante qui consiste à aller caractériser ce qu'on fait, à aller regarder ce qu'on fait aux échelles qui nous intéressent, qui sont donc les échelles nanométriques. D'accord ? Et ça, eh bien, ça amène à l'utilisation de techniques de caractérisation qui sont lourdes. Ici, je vous ai mis un microscope électronique à balayage, mais ça peut aller jusqu'au synchrotron. D'accord ? Donc ça peut être des choses qui sont très très lourdes et qui requièrent des compétences qui sont très pointues. D'accord ? Moi, j'ai des collègues qui sont compétents dans des techniques qui sont aussi très pointues. Ça ne s'arrête pas simplement, je veux dire par là, ça ne s'arrête pas simplement à mélanger des produits chimiques. Bien. Donc une fois qu'on fait ça, eh ben, je vais vous donner quelques exemples de recherche. Alors vous allez voir, c'est des exemples qui sont très variés, d'accord ? Si vous prenez l'exemple d'application en lui-même, vous n'allez peut-être pas voir le lien qui est entre les deux, mais gardez en tête que le lien, c'est qu'à un moment, il a fallu fabriquer un matériau, et c'est là que nous intervenons. Alors premier exemple, eh bien, nous, on a une activité depuis très longtemps dans le domaine de l'élaboration de nanoparticules. Donc vous en avez une ici, alors il n'y a pas l'échelle, j'aurais dû la mettre, mais elle fait à peu près une trentaine de nanomètres, d'accord ? Donc nous, ça, c'est ça qu'on fabrique, nous, chimistes, et ensuite on va regarder les applications. Et donc on a une activité depuis très, très longtemps avec un autre laboratoire de l'École Polytechnique, qui est le laboratoire d'optique et biosciences, dans lequel eh bien, on va essayer d'utiliser ces petites particules qui ont la propriété d'être luminescentes, c'est-à-dire que on va avoir des petites sondes lumineuses, d'accord, sur lesquelles on va pouvoir accrocher des espèces biologiques, ça peut être des médicaments, en l'occurrence ici, vous avez une toxine, d'accord, qui est la tétrodotoxine, qui est la toxine qui fait que le poisson fougou doit être préparé avec soin.
Et cette toxine, eh bien, elle a la particularité, pourquoi elle est si toxique, c'est qu'elle vient se bloquer sur les canaux sodiques des cellules, d'accord? Et c'est ça qui provoque, donc ça empêche les échanges qu'il y a entre la cellule et son milieu environnant, des échanges d'ions sodium, et c'est ça qui provoque évidemment la mort de la personne qui l'a fait. Toujours est-il que donc cette toxine-là a la propriété de venir se fixer sur des canaux sodiques, d'accord? Et donc si j'accroche ma petite particule à cette toxine, eh bien, et que je mets ça en milieu cellulaire, eh bien, la toxine va venir se fixer sur le canal sodique, et par l'intermédiaire du signal d'émission de ma petite ampoule, de ma petite particule luminescente, je vais pouvoir voir où sont les canaux sodiques dans la cellule. Est-ce qu'ils bougent? Quel est leur mouvement, leur dynamique, leur nombre, leur localisation? Ça va pouvoir aider à répondre à tout un tas de questions des biologistes. Donc vous avez ici une image d'une cellule cardiaque sur laquelle ont été, chaque petit point lumineux ici, c'est en fait le signal d'une particule sur laquelle a été accrochée des toxines, et donc à chaque petit point, vous avez un canal sodique, et donc il y a eu un certain nombre d'études. Un autre exemple de matériaux qui n'a rien à voir, c'est des miroirs de Bragg. On est capable, un miroir de Bragg, c'est un miroir qui réfléchit la lumière, mais sans du tout être métallique, d'accord? Et ça, on va utiliser, donc nous, notre expertise, ça va être de déposer des couches bien contrôlées, de manière à pouvoir réfléchir une lumière à des longueurs d'onde bien contrôlées. Et on a une activité, donc on a travaillé dans le domaine des cellules solaires, pour lequel il y a un enjeu à exploiter au maximum toute la lumière possible. Et en mettant ces miroirs de Bragg que vous voyez ici sur une cellule solaire, que vous voyez en coupe par microscopie, ça c'est le silicium actif, on va pouvoir guider la lumière dans la couche et augmenter donc l'interaction de la lumière avec la couche, d'accord, par rapport à une cellule dans laquelle il n'y aurait pas ce miroir de Bragg, sur lequel la lumière, au moins en partie, la traverserait sans être absorbée. Donc on va augmenter l'absorption de la lumière et pouvoir ainsi augmenter l'efficacité des cellules. Un autre exemple, qui sont des couches nanocomposites, donc là avec la lumière, en fait, par un procédé chimique, on est capable de venir produire dans une couche mince des petites particules d'argent, d'accord? Donc là, vous devez me croire, hein, il y a là encore des caractérisations qui ont été menées pour montrer que ces petits points noirs, là, c'est des particules d'argent. Et on va regarder la conduction électrique à travers ces particules d'argent. Vous voyez que par rapport à un fil d'argent continu métallique, là, il y a des questions qui se posent, des questions scientifiques intéressantes qui se posent, de savoir comment un électron, il va sauter d'une particule à l'autre et comment ça va affecter les propriétés de transport. Donc là, il y a des questions fondamentales et puis il y a des applications, d'accord? Et notamment, eh bien, on a trouvé que ce type de matériau-là faisait d'excellents capteurs de contraintes, d'accord? C'est-à-dire que si vous prenez ce matériau-là, que vous le tordez un peu, évidemment, les propriétés de conduction vont énormément varier. Donc en mesurant les propriétés de conduction, je vais pouvoir mesurer les contraintes, et ainsi, donc, ça peut avoir des applications, par exemple, sous forme de patch, qui seraient mis sur par exemple, des pales d'éoliennes, des choses soumises à des sollicitations mécaniques ou des ailes d'avion, et donc on a, comme ça, développé des capteurs très performants. Et enfin, mon dernier exemple, là, c'est vraiment donc, la lumière, c'est dans le domaine des LED, ça c'est une activité qu'on a avec l'Université de Santa Barbara. Et vous voyez que la lumière, elle est émise un peu partout. Donc si on veut améliorer le produit, on peut se dire, bon, ce serait mieux si j'étais capable de contrôler la directionnalité de l'émission. Et notamment d'empêcher la lumière qui repart dans l'autre sens, parce que celle-là, elle est perdue. Et donc on va travailler sur des structurations, là aussi, de couches, d'accord, qui vont nous permettre, par un effet de cristal photonique, un peu comme sur l'opale, d'accord, que l'on a vu tout à l'heure, d'envoyer la lumière dans une direction particulière. Donc là, il y a aussi un travail d'ingénierie des matériaux qui peut être fait. Je voulais juste terminer pour vous donner juste un éclairage sur un groupe, d'accord, d'un laboratoire de l'X, d'accord, qui est mon groupe. Donc, je pense que vous avez pu voir que c'était de la chimie, mais à l'interface avec d'autres disciplines. On est amené à travailler avec des biologistes, avec des opticiens, avec des physiciens, bien évidemment, et ça, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant pour le domaine des matériaux. Enfin, c'est ce qui fait, en tout cas, que moi, ça m'intéresse. C'est aussi une discipline dans laquelle il y a un lien étroit entre la recherche fondamentale et appliquée. Et donc, comme l'a mentionné Patrick, on a une chaire avec une entreprise, en l'occurrence c'est Saint-Gobain pour l'instant, mais ça pourrait être d'autres entreprises, d'accord? Et ça, c'est un outil aussi extrêmement important pour nous, pour avoir le lien avec l'entreprise, avec les préoccupations de l'entreprise, avec la formation d'étudiants, d'accord? Et vraiment être à proximité, aussi bien au niveau de la recherche que de l'enseignement.
Un autre point important dans un groupe de recherche, qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on a des étudiants en thèse, et donc on forme des étudiants qui sont ensuite embauchés dans l'industrie. Pour certains, vous voyez, chez nous, c'est pas mal d'étudiants, et des entreprises qui sont assez variées, d'accord? Le dernier, là, c'est chez ArcelorMittal. Donc vous voyez, ça c'est aussi un point important chez nous, la formation des étudiants. Et puis, vous voyez, on a aussi une démarche de valorisation qui s'amplifie, je dirais. Au début, on s'arrêtait au brevet, et là maintenant, je pense que l'école a fait pas mal d'efforts pour encourager des actions de valorisation, c'est-à-dire une fois qu'on est au brevet, aller plus loin, d'accord? Parce qu'un brevet, c'est rien en fait. Il y a toute l'étape derrière qui vise à montrer que ça a effectivement un intérêt. Voilà, merci de votre attention.